Bonjour à tous, et bienvenue dans cet événement Data Place Women France, notre troisième événement de l'année. Et aujourd'hui, le sujet est dédié aux humanités numériques. Juste rapidement, les humanités numériques est un domaine multidisciplinaire qui a pour son objectif d'améliorer notre compréhension de l'humanité dans toutes ses configurations et activités, de nous offrir aussi une nouvelle perspective sur les histoires peut-être cachées parfois et les différents mécanismes peu connus ou inconnus des différentes cultures humaines à travers le temps. Avant que je commence, qu'est-ce que c'est la communauté Data Plus Women? C'est une communauté dédiée aux femmes qui travaillent dans, avec et autour des données. L'objectif est de promouvoir et célébrer leurs réalisations, leurs succès et de leur donner l'opportunité de partager leurs connaissances, leurs expériences, quel que soit leur milieu. Donc aujourd'hui, dans cette communauté, nous sommes deux co-leads et aussi l'équipe marketing de chez Tableau qui nous aide. Donc ma collègue Selma, qui est une ingénieure de solutions chez Tableau, une entreprise de visualisation de données. Et moi, Katrina, aujourd'hui, je travaille dans une entreprise française dans le type de planning financier. Dans l'agenda d'aujourd'hui, comme promis, nous avons deux intervenants, Valérie Guet-Brunet et Carmen Brando-Levas, qui nous présenteront deux sujets. Donc, le premier, présenté par Valérie, portera sur le patrimoine iconographique et analyse d'images. Et le deuxième, présenté par Carmen, portera sur la transcription automatique d'anciens textes. Puis, à la fin, comme vous voyez dans l'agenda, on aura le temps pour une discussion et pour les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc, avant qu'on ne commence, un petit mot sur nos intervenants. Un grand honneur aujourd'hui, donc merci beaucoup d'être là. Avec nous, Valérie, qui est la directrice de recherche du ministère français de l'écologie, aussi une chercheuse spécialisée dans la recherche d'images et la vision par ordinateur. Valérie est membre de l'Association française pour la reconnaissance et l'interprétation des formes. Et aujourd'hui, elle participe aussi dans le chantier scientifique de la restauration de Notre-Dame de Paris. Et Carmen, qui est titulaire d'un doctorat en informatique, avec des recherches aujourd'hui qui portent sur le développement et l'utilisation de méthodes de traitement de langage naturel et de l'apprentissage automatique pour les sciences humaines et sociales, qui travaille particulièrement sur la notation d'entités nommées dans les textes littéraires et historiques, et ainsi que sur l'extraction d'informations géographiques à partir de textes. Donc, la parole est à vous. Je vais laisser à Valérie de nous partager son écran et nous présenter sa recherche. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait, on voit bien. Ok, super, je commence alors. Bonjour à tous, merci Katrina et Selma pour cette invitation à présenter des travaux dans le domaine des humanités numériques. Donc, je suis Valérie Goy-Brunet, je suis chercheure du ministère de l'écologie en poste à l'IGN, l'Institut de l'information géographique et forestière. On le connaît souvent sous le forme de l'Institut géographique national. Et je suis aussi rattachée à l'université Gustave Eiffel. Alors, j'arrive, voilà. L'Institut national de l'information géographique et forestière, donc c'est un institut, c'est le fournisseur officiel de l'État en termes de cartographie du territoire français. Donc, probablement que vous connaissez vaguement l'hygiène, ne serait-ce que par les cartes papier hygiène. Donc c'est un institut qui fournit de la donnée désormais numérique, à des niveaux extrêmement variés. On photographie le territoire à une échelle aérienne, à une échelle terrestre. On fournit des photographies, donc de la 2D, de la 2D plus T, c'est-à-dire des photographies à différentes temporalités. On fournit de là aussi de la 3D, comme vous pouvez le voir sur certaines de ces illustrations. De la 3D aussi à différentes temporalités. Et puis, peut-être que certains d'entre vous sont au courant du chantier de numérisation massive qui terminera en 2025, de numérisation 3D du territoire dans son intégralité en grande résolution. Voilà, donc on fournit bien sûr on produit des cartes, mais on produit aussi des ensembles de photographies de différentes natures, qu'elles soient en 2D ou en 3D, comme je viens de le dire.
À partir de là, on s'intéresse, je vais plutôt centrer une grande partie de la présentation sur les vues aériennes anciennes. Les vues aériennes anciennes, telles que l'exemple que vous pouvez voir ici, ce sont des vues aériennes dites verticales, donc qui filment la Terre d'un point de vue vertical, un peu comme en imagerie satellitaire. Elles fournissent un point de vue unique sur son territoire et sur son évolution. Donc l'IGN s'intéresse depuis très longtemps, dans les cartes que vous voyez ici, depuis même 1919. On photographie le territoire régulièrement par des campagnes régulières, et donc on a vraiment des données à une échelle temporelle assez large qui permettent de mesurer le territoire et surtout son évolution. Alors, dans ce que je vais vous présenter, je vais m'intéresser aux vues aériennes, mais pas forcément aux vues aériennes verticales, plutôt aux vues obliques, à vue d'oiseau, on pourrait dire, telles que on peut les voir par exemple sur les cartes postales. Il s'avère qu'à l'IGN, on a une photothèque qui dispose de photographies comme celles que vous voyez ici, qui montrent aussi le territoire à différentes périodes temporelles, selon cet angle oblique. Et ces photographies sont assez mal exploitées, contrairement aux photographies que vous voyez ici, qui représentent des campagnes d'acquisition extrêmement structurées, extrêmement organisées. Ces photographies-là sont sont beaucoup moins organisées, moins exploitées. Et surtout, un constat qu'on avait observé, c'est qu'on les retrouve dans différentes institutions. Par exemple, aux Archives nationales, il y a sur étagère, comme ça, des paquets, des cartons et des cartons de collections photographiques qu'on va retrouver dans différents musées, beaucoup aussi énormément dans les archives départementales, où on va retrouver des collections photographiques qui montrent le territoire sous un angle aussi intéressant et qui sont peu exploitées et peu interconnectées les unes avec les autres. Donc on s'intéresse, on a mis en place un projet qui s'intéressait à proposer des outils pour mettre en valeur ces collections photographiques, les faire connaître du grand public et des professionnels. Le constat de départ, je l'ai déjà dit, je vais aller brièvement là-dessus. Une partie est faiblement, une faible partie est numérisée. Elle représente une large couverture spatio-temporelle. Vous l'avez vu au travers des photographies, il y a vraiment différentes temporalités ici. Et dans les photographies que nous avons traitées dans le projet, on a traité autour de 90 000 photographies. Vous voyez ici des cartes de chaleur, un petit peu les endroits qu'elles représentent, qui sont les endroits qui sont photographiés, et vous voyez qu'on en a un petit peu partout sur le territoire. Ces contenus sont très variés en termes de contenu, donc ils sont très hétérogènes, très multisources, c'est-à-dire qu'ils proviennent d'acquisitions différentes, multidates donc, et multivues évidemment, on voit des points de vue différents d'une photographie à l'autre, et ils sont associés à des métadonnées, des informations documentaires autour, qui sont de qualité extrêmement variable. Et la géolocalisation aussi, si on considère que c'est une métadonnée, est une information très variable d'une donnée, voire d'un jeu de données à l'autre. Et donc, on a essayé de voir comment on pouvait proposer des outils pour mieux valoriser ces contenus photographiques. Par le biais notamment du projet Allegoria, un projet financé par l'Agence nationale de la recherche qui s'est terminé en fin d'année dernière. Allegoria, c'est un acronyme pour dire structuration et valorisation du patrimoine géographique, iconographique dématérialisé, dans lequel on travaille sur les photographies dont je viens de parler. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a un site web que j'ai remis ici en bas à gauche du projet. Alors, dans ce projet, il réunit principalement en termes de recherche des gens des STIC, des chercheurs en STIC, c'est-à-dire en sciences et technologies de l'information et de la communication. En gros, des informaticiens, des géomaticiens. Et donc, l'idée dans ce projet, c'était de développer des outils et des architectures logicielles facilitant l'accès aux collections iconographiques, notamment la collecte et l'harmonisation des fonds iconographiques, la mise en place d'un moteur de recherche dans ces fonds, donc pour lequel je vais vous montrer des exemples, ainsi qu'une plateforme de navigation immersive et interactive. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure des exemples qui illustrent ces aspects-là. Alors, je reviens quand même sur la collaboration. Elle a mis en jeu deux partenaires donc, du domaine des STIC, le LASTIC, qui est le laboratoire de recherche à l'IGN, et le LIRIS, laboratoire de recherche de Centrale Lyon. 3 fournisseurs de contenu, les 90 000 photographies dont je parlais proviennent de la photothèque de l'IGN, des Archives nationales, d'un musée, le musée Niepce, qui est à Chalon-sur-Saône. On avait en termes de use case, d'utilisateurs de ces données-là, en plus des fournisseurs de contenu, un laboratoire en sciences humaines et sociales, le LAVI, qui s'intéressait à de la sociologie visuelle urbaine,
l'évaluation des outils proposés dans le projet pour des problématiques de sociologie. Alors, je vais commencer par vous montrer quelques résultats en indexation et recherche d'images, donc qui concernent le moteur de recherche qui ont été développés, pour vous montrer les capacités des outils qu'on est capable de mettre en œuvre aujourd'hui. Mais je dois quand même revenir sur le concept de base. Probablement que quand vous voulez rechercher sur Google une photographie, ben vous allez taper des mots-clés, vous allez rechercher par mots-clés une ou plusieurs photographies qui vous intéressent. Alors, il y a un concept qui est perpendiculaire à ça, qui est tout à fait complémentaire en fait du paradigme d'interrogation par mots-clés, qui est le paradigme d'interrogation par contenu. C'est-à-dire qu'on va prendre une photographie, par des méthodes d'analyse d'image et de vision par ordinateur, on va extraire automatiquement des caractéristiques visuelles qu'on va mettre dans un vecteur. Voilà, je schématise considérablement, mais selon l'application, si on s'intéresse aux couleurs, on va traditionnellement construire un histogramme de couleurs, et etc. On peut définir différentes caractéristiques visuelles qu'on va extraire automatiquement avec des méthodes d'intelligence artificielle, des méthodes informatiques, et qu'on va regrouper dans un vecteur, et c'est ce vecteur qui va permettre de d'écrire le contenu de l'image comme les mots-clés le font quand elles sont associées à un contenu image et que vous recherchez par mots-clés. Alors, faire ce travail-là, c'est un travail assez difficile. Je ne rentre pas dans les détails, ça fait l'objet d'une thèse pendant le projet. Mais si, par exemple, je prends cette classe d'images qui vous montre différentes vues de l'Arc de Triomphe. Donc, vous avez ici une gravure, vous avez des vues qui proviennent de Flickr assez frontales, des vues aériennes obliques et des vues verticales. Et vous voyez que quand on essaie de mettre en place le vecteur dont je parle, cette description par contenu, il va falloir essayer de tenir compte de toutes ces variations possibles pour pouvoir être capable d'avoir une description qui fasse que si je demande l'Arc de Triomphe, je sois capable de retourner toutes ces images-là. Donc, c'est un vrai problème. Les gens travaillent sur ces recherches-là depuis en gros les années 80-90 pour pouvoir produire des techniques de description les meilleures. Je vous montre juste, à partir de ce genre de technique, l'outil, le moteur de recherche qu'on a développé. Donc, c'est un moteur de recherche, alors je le dis tout de suite, qui n'est pas accessible au grand public. Hein, pour le moment, on le partage au fur et à mesure par le biais de projets collaboratifs. Donc, il dispose d'une interface web, on peut l'utiliser partout, de chez soi, de son téléphone portable, d'où on veut. C'est une architecture en client-serveur, ça veut dire que derrière, il y a un serveur quelque part sur un cloud en région parisienne qui va interroger des collections d'images. Alors ici, vous voyez qu'on peut faire une recherche par mots-clés. Si je tape des mots-clés, le système va me ramener des images. Et je peux aussi faire une recherche justement par contenu visuel, selon les méthodes que je viens de décrire. C'est-à-dire que là, dans ce paradigme de la recherche par l'exemple, je donne au système une photographie et le système, selon différents critères que l'utilisateur fixe, va retourner des images similaires. Je passe tout de suite à des exemples. Ici, vous avez donc les résultats qui sont présentés. On a utilisé donc une image qu'on a mis en requête, en fait c'est celle-ci, en requête du système d'interrogation. Et par ordre décroissant de similarité, là je n'affiche que les premières réponses. Voilà ce que le système nous ramène. Et les techniques de description par contenu visuel qu'on a utilisées sont intéressantes ici parce qu'elles nous permettent de ramener des photographies d'une collection à l'autre. Vous voyez que les métadonnées qui sont affichées ici nous montrent que les photographies ramenées proviennent de fonds du musée Niepce, des archives nationales, et si on continue plus loin, on peut avoir aussi des IGN. Ces fonds-là proviennent de collections différentes, et surtout, elles nous montrent que la photographie a été prise à Caen. Donc là, le système ne s'est pas trop trompé. En requête, on lui a mis une vue de Caen et le système nous ramène avec des points de vue différents, des temporalités différentes, des sources d'acquisition différentes, des images qui proviennent de la même zone. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de croiser des sources. Si j'ai une collection, j'ai une photographie du musée Niepce, je peux, en interrogeant avec ce système, aller rechercher des photographies similaires, qui proviennent d'autres collections. Un autre exemple, très intéressant pour les archivistes notamment, j'ai une photographie en entrée, vous voyez que là, elle n'a pas du tout de métadonnées. Eh bien, en recherchant comme ça par similarité visuelle, je ne risque pas de rechercher par métadonnées puisqu'il n'y en a pas,
je vais retrouver des images similaires qui semblent indiquer que la localité en question, c'est Chalindré. Voilà. Et donc, ça me permet de retrouver des informations de métadonnées que je n'avais pas au départ. Un autre exemple, ici, on interroge la collection avec ce type de requête et ça nous montre que le système ramène des images assez similaires et donc ça permet aussi d'aider à structurer une collection dans laquelle il y a potentiellement des duplicats ou des images dérivées d'une image originale. Alors, un autre aspect intéressant, c'est qu'une fois qu'on a récupéré ces informations, et si elles sont géolocalisées, avec différentes formes de géolocalisation sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir ici, eh bien, je vais tenter de faire fonctionner la vidéo. Eh bien, on peut reprojeter ces photographies dans la scène. Alors ici, ce que vous voyez, on est interconnecté, alors c'est du offline, hein, c'est enregistré, mais on est interconnecté au géoportail en 3D, donc le géoportail de l'IGN, donc ces vues-là sont valables, vous pouvez aller n'importe où sur le territoire français. Et la photographie ancienne qu'on a vue sur la planche précédente, qui disposait d'une information de géolocalisation, a été précisément positionnée et orientée dans la scène. La petite pyramide qui est ici, le sommet de la pyramide, en fait, c'est le centre optique de la caméra qui a pris la photographie. Est-ce que ma vidéo va tourner? Et voilà, je vous montre ici dans cette vidéo qu'ensuite, on peut se déplacer n'importe où dans le territoire autour de cette photographie. Donc là, dans ce scénario-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut repositionner la photographie ancienne qui date de 1947, je lis les métadonnées, et la repositionner dans son contexte actuel, notamment pour voir comment le paysage a évolué. Alors, si on naviguait plus, on rencontrerait d'autres photographies qui ont été géolocalisées dans ce même espace, et ça, c'est valable n'importe où sur le territoire français. Voilà, je vous montre brièvement d'autres paradigmes de visualisation. Vous voyez par exemple à droite ici, on retrouve toutes les petites pyramides qu'on est capable en 3D, dans le géoportail 3D, de visualiser comme ça un gros volume de photographies qui ont été géolocalisées. On a ici des îlots de chaleur qui vous permettent, en dézoomant, de voir un petit peu la densité des photographies qui sont disponibles. Et ici, vous voyez, là, on est sur une zone, si je me souviens bien, on est à Nanterre, sur des photographies qui datent des années 50, on voit l'évolution des bidonvilles de Nanterre, puisque ce sont des photographies anciennes de la photothèque de l'IGN qui ont été repositionnées dans leur contexte. Donc ça, c'est un travail qui était très utile pour des historiens et sociologues du projet. Alors, je vous montre brièvement ici des cas d'usage, notamment un cas d'usage pour les archives nationales. Outre la mise en cohérence des collections, comme vous l'aurez compris, c'était un cas d'usage qui les intéressait beaucoup et qui intéresse les archivistes en général aussi. C'est suivre l'évolution d'une zone, en particulier ici, l'évolution d'une zone pendant la période de la reconstruction. Et ici, vous avez l'exemple du Vieux-Port de Marseille, avec différentes photographies que le système est capable d'interconnecter. Des photographies qui proviennent de l'IGN, des archives nationales ou même du musée Niepce. Un autre cas d'usage, dont je n'ai pas parlé avec le musée Nicéphore-Niepce jusqu'à présent, mais la possibilité de prendre des photographies, là c'est le fond Charles Gros, donc ce sont pour le coup des vues terrestres cette fois-ci, des photographies et de les positionner dans la scène. C'est une autre façon de restituer les collections à l'utilisateur depuis une interface web. Donc ici, vous voyez les différentes vues selon un angle de vue libre, comme on l'a vu dans la petite vidéo tout à l'heure. Et là, on se positionne au niveau du centre optique de la caméra. Et donc, on voit que la photographie ancienne colle parfaitement avec les modèles 3D qui sont disponibles derrière. Voilà, alors j'ai terminé sur Allegoria. C'est un projet qui est terminé depuis l'année dernière. Il y a différentes extensions de ce projet-là, notamment on travaille avec la ville de Paris sur la valorisation des collections iconographiques de la ville de Paris. En procédant aussi en travaillant sur des méthodes d'indexation exactement comme celles que j'ai très brièvement présentées, mais cette fois-ci en exploitant un référentiel tridimensionnel 3D, puisque l'IGN a notamment cartographié avec du LIDAR, donc des nuages de points 3D, l'intégralité de toutes les rues de Paris. Donc on va pouvoir prendre des photographies anciennes. Vous avez par exemple une vue qui provient de la commission du Vieux Paris qui date de 1967,
qui se situe voilà, ici dans le centre de Paris, et une autre vue qui provient d'une autre collection, même une vue de la même façade, à une autre date. Et on va pouvoir, en utilisant ces modèles 3D, on va pouvoir structurer ces collections-là encore mieux que ce qu'on a fait dans le projet Allegoria. Et de manière un peu différente, mais derrière les données, les concepts sont les mêmes, puisque je participe au groupe de travail données numériques du site de restauration, du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris. Dans le cadre de ce chantier, de grosses collections de photographies sont mutualisées, que ce soit avant l'incendie et après l'incendie. Vous voyez quelques illustrations, donc ce sont des vues intérieures comme des vues extérieures. Et on essaie aussi d'utiliser différentes techniques d'indexation, de structuration multimodale pour mieux exploiter toutes ces collections photographiques qui arrivent de partout et qu'on voudrait pouvoir mieux organiser pour pouvoir mieux les exploiter. Voilà. Super. Merci beaucoup, J'espère que Valérie. je n'ai pas trop débordé. Non, il nous reste un peu de temps. J'ai pas mal de questions. Je vais laisser à Carmen peut-être de présenter et puis on va retourner sur les sujets. Vous voyez mon écran? Ça va? Oui, parfait. Merci, Carmen. Et puis, oui, c'est là. Super. Bon, merci Catherine Selman encore une fois pour l'invitation et Valérie qui était quand même qui a mis en relation avec vous et donc je suis ravie d'être ici avec vous. Alors donc pour me présenter un peu rapidement, donc je suis ingénieure de recherche à l'école de hautes études en sciences sociales à Paris. Donc en fait je suis rattachée, disons, du point de vue du ministère à celui de l'enseignement supérieur. Je suis personnel d'appui à la recherche et donc je travaille notamment, donc je travaille dans un laboratoire avec des historiens, un laboratoire en histoire, et à la fois dans une sorte d'unité de service en géomatique et humanité numérique pour des projets de l'EHESS et des partenaires. Donc, je peux être sollicitée sur des questions justement du numérique, numérisation de données, recherche d'informations, spatialisation de données et contribuer de certaines manières à ces projets-là. Et donc, ma présentation va porter sur un projet en particulier et donc, qui s'intéresse en fait à la question des archives, des collections de textes en fait, qui existent dans les bibliothèques, dans les archives et qui sont encore, comme disait Valérie, donc encore une fois, sont sous-exploités, en tout cas de mon point de vue, mais c'est évidemment des documents en fait qui sont consultés depuis de nombreuses années par les chercheurs dans des salles de lecture et puis aujourd'hui il y a quand même des salles virtuelles qui ont été mises en place par les archives nationales, mais encore un travail à faire pour rendre vraiment accessibles toutes ces collections, en tout cas de point de vue numérique, lorsque nous parlons de l'humanité numérique. Et donc, voilà, ma présentation, disons, une autre manière de le dire, c'est comment on essaie d'apprendre la machine à devenir paléographe, donc à lire des textes anciens. Là, ici, je ne vais pas parler de textes trop anciens, mais il y a des gens qui travaillent dessus, des textes médiévaux, par exemple. Et donc, mon point de départ, c'est ça, c'est ces collections-là qui sont dans des bibliothèques comme la BNF, donc, qui sont accessibles via Gallica, sont indexées. On a des textes qui ont été numérisés et digitalisés au CRIC, ce qu'on appelle, donc, et transcrits, on va dire, en texte. Et de l'autre côté, on a aussi les archives nationales qui disposent d'un fonds incroyable, donc, pour lequel, encore une fois, on ne peut pas faire des recherches en plein texte. Donc, là c'est un peu l'intérêt de rendre tous ces textes-là, en fait, qu'on puisse rechercher, en fait, dans toutes ces larges collections de textes. Une idée un peu qui a inspiré ces questions d'aller numériser tout ce qu'on a en archive, en bibliothèque, c'est celle en fait, qui a été lancée par un groupe de chercheurs à l'EPFL, donc en Lausanne,
On appelait ça la machine à remonter le temps. Donc, l'hygiène est une ancienne machine à remonter le temps. Là, c'était en Venise. Et là, pour le coup, c'était l'idée, en fait, de numériser toutes les rangs des bibliothèques, donc sans ouvrir les livres. Parce que justement, le challenge aussi d'un livre ancien, c'est que quand on l'ouvre, quand on le manipule, on peut le détruire. Et donc là, c'est une question justement assez clé lorsqu'on fait un choix de numérisation d'un document ancien. Donc, évidemment, c'était beaucoup plus large que ça. C'est le projet des machines à remonter le temps et ça rejoint ce qu'expliquait Valérie. Donc, aussi d'intégrer l'information, croiser l'information, donc l'information issue des bibliothèques, des archives, mais aussi des informations justement géographiques, spatiales, comme la 3D, les données des plans anciens. Donc, il y a cette idée justement de rendre toutes ces données numériquement accessibles, intégrables, recherchables. Et plus précisément, dans le projet dont je vous parle aujourd'hui, donc c'est celui dans la même vague de la machine à remonter le temps de Venise, donc celle de la machine de Paris Time Machine. Donc, c'est un consortium auquel je participe et donc Valérie est aussi impliquée. Donc, ça intéresse beaucoup la zone d'études, en fait, c'est Paris, mais nous, on souhaite en fait mettre en place des méthodes, des outils qui servent à Paris, mais qui peuvent servir aussi sur d'autres zones. Donc, essayer d'être le plus générique, si on veut, possible en termes des méthodes. Et donc là, l'idée, on a fait des sélections de jeux de données, des ensembles de documentaires qui existent. Donc, d'une part, des cadastres anciens, par exemple ce que vous voyez ici à gauche, et qui ont été numérisés, qui sont géoréférencés, donc mis en relation sur la surface de la Terre, en fait, par un processus de transformation de l'image. Et de l'autre côté aussi, on veut justement pouvoir intégrer l'information textuelle à ces espaces, en fait, à l'espace géographique. Et donc, parce qu'en fait, dans ces documents, on peut retrouver un grand nombre de documents qu'on appelle l'annuaire au répertoire, dont on parle, on donne de l'information qui est spatialisée. Donc, là, plus précisément, il s'agit d'écrire des rues, des numéros des voies dont on intègre l'information du propriétaire. Je vous parlerai un petit peu plus après de détails, enfin de cette source. Et plus largement, en fait, cette initiative, elle va dans le sens de beaucoup de nombreux projets en cours, donc je peux énumérer quelques-uns, donc sur les actes notariales, donc qui est mené avec les Archives nationales et l'INRIA, donc aussi un intérêt justement de pouvoir rendre ce texte que vous voyez dans l'image qui est manuscrit, le rendre en fait numériquement du texte qu'on peut chercher dans un moteur de recherche par exemple. Et donc, vous avez au milieu donc, les actes notariales donc, qui ont été toutes numérisées par les archives nationales et maintenant, aujourd'hui, ils sont traités par des outils justement de reconnaissance de caractère manuscrit. Aussi, on a un projet toujours avec les archives nationales, les testaments des poilus. Là, c'est un autre type, c'est un autre registre. C'est aussi du manuscrit, mais c'est pour le coup, ce sont des documents type lettre, on va dire, un testament d'un soldat à la guerre, de la Grande Guerre. Donc, on retrouve tout un tas d'informations justement sur ce qu'il lègue, sur sa famille. Et donc, c'est aussi des documents qui sont numérisés et en fait, qui peuvent faire l'objet en fait, des recherches, mais aussi de médecine critique. Je montrerai aussi un exemple de tout ça. Et donc, pourquoi transcrire? Donc, parce qu'on souhaite améliorer l'accès à cette collection de documents, pouvoir rechercher en plein texte et par des index. On veut aussi, ce qu'ils souhaiteraient les chercheurs, c'est aussi pouvoir comparer des textes, parce qu'on peut avoir plusieurs versions du même texte. Là, on rentre un peu dans le domaine de la génétique textuelle, donc on veut pouvoir utiliser des algorithmes pour comparer des textes, parce qu'il y en a, mais il faut d'abord passer cette étape très importante de la transcription.
Et surtout, ce qui intéresse beaucoup aux chercheurs, c'est la création d'une édition en fait à partir de ces sources-là, une édition critique ou diplomatique des sources sur un auteur, sur une thématique, et souvent ça y est d'une publication donc, papier, ça peut être une publication papier, mais ça peut faire l'objet aussi d'une publication numérique. Et donc cette création, ce travail de transcription qui est fait en amont, donc souvent le résultat final souhaité, c'est de l'édition. Et pour montrer un exemple d'une édition qui est souvent faite par les chercheurs en histoire, mais aussi plus largement en SHS, c'est celle-ci, par exemple, faite par l'école des Chartes sur justement les testaments des poilus. Et vous voyez ici justement la transcription de façon diplomatique de cette source-là. Et puis, on a un commentaire, on a une notation de ce texte-là, une contextualisation historique qui est faite. Donc, ça s'agit d'une publication. Et donc, c'est un peu ce qu'on souhaite aussi à la fin. Et donc, plus concrètement, donc, parlons des transcriptions. Qu'est-ce qu'on fait en fait quand on a des textes? Tout simplement, on part d'un morceau d'image dont on lit un mot et on veut justement écrire ça pour que la machine le comprenne. Écrire ces mots-là sur une manière que la machine le comprenne. Et donc, ça rentre dans le domaine. Donc, ces techniques-là rentrent dans le domaine, donc, qui s'est expliqué également Valérie, donc émission par ordinateur. Donc, on traite les images. Tout ça, bon, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle et on s'appuie beaucoup sur les outils d'apprentissage supervisé. Donc, on a un peu, de manière un peu historique, on distingue un peu deux types. On a la reconnaissance des caractères imprimés, donc ce que je vous ai montré sur les annuaires, des archives imprimées numérisées. Et puis, on a du coup aussi, évidemment, tout ce qui est manuscrit. C'est un peu ça qui a lancé aussi l'intérêt pour créer des outils plus performants parce que justement, c'est très difficile de reconnaître le texte manuscrit. Et depuis de nombreuses années, il existe des logiciels de détection de caractères imprimés qui sont plutôt bons, mais le manuscrit, en fait, on n'avait jamais réussi à trouver, en fait, à créer des algorithmes adaptés. Et là, aujourd'hui, depuis déjà peut-être une dizaine d'années, on trouve aussi des outils qui sont très performants pour traiter justement le texte manuscrit. Carmen, juste une question par rapport à ça. Est-ce que du coup, l'outil, dans ce contexte-là, vous prenez la photo du texte ou vous récupérez le contenu pour pouvoir rechercher dans le contenu, vraiment dans les mots Là, on est sur l'image, donc il n'y a aucun moyen de faire une recherche à plein texte comme on le ferait avec un moteur de recherche. C'est une image qui vient souvent ça peut être une campagne de numérisation qui est faite par la bibliothèque, par une bibliothèque ou par une archive, par les archives. Donc, c'est déjà mis en ligne sous forme d'image, qui est une photo qui a été prise avec quand même un scan adapté par ces institutions-là, ou bien ça peut être aussi, c'est le cas des chercheurs, je connais des gens qui vont avec leur téléphone dans les archives, ils prennent en photo les documents, parce qu'ils ne peuvent pas sortir les archives, et c'est une problématique importante, mais parfois on n'a pas le droit de sortir. Souvent, on n'a pas le droit de sortir les archives de l'endroit où ils se trouvent, et donc on est obligé de faire les photos sur place, et c'est ce qu'ils font les chercheurs souvent. Est-ce qu'on numérise aussi le contenu, vraiment mot par mot, pour pouvoir chercher dans le texte? Ça va venir, c'est-à-dire que pour l'instant, on a l'image de la page, en fait, de la page du texte, et en fait, l'algorithme va justement essayer de trouver où est le mot, si on peut le voir un peu comme ça, lire l'image, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, et essayer de voir qu'est-ce qu'un caractère. Bon, il ne va pas vraiment savoir ce qu'est un mot, hein, parce que bon, un mot, c'est un niveau d'inscription un peu plus qui va plus haut, en fait, c'est déjà un langage humain, mais au moins, on va lui dire, bon, qu'est-ce qu'un caractère? Trouve-moi la ligne, trouve-moi l'endroit où il y a du texte. Mais à ce moment-là, il ne sait pas que c'est du texte. C'est à la fin qu'il va me dire, voilà le texte. Donc, je parle bon, là, c'est un morceau de document que vous voyez ici, House. C'est un tout petit morceau de document, mais c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, c'est une page
on a des lignes de texte et en fait, ce qu'on veut à la fin, c'est obtenir la version transcrite numérique de ces mots-là. Évidemment, on veut transcrire ce qui est dans l'image, mais justement, il y a toute la problématique des algorithmes qui se trompent, des erreurs, comme on imagine que les outils automatiques vont faire. Est-ce que ça veut dire que du coup, cette logiciel, cet algorithme, il faut toujours l'ajuster et personnaliser pour, voilà, je sais pas, pour des livres différents, pour des projets différents? Oui, c'est-à-dire que c'est justement l'intérêt de ces outils qui sont fondés sur l'apprentissage. Pour le coup, ici, supervisé, ça veut dire qu'on lui donne des exemples. Qu'est-ce qu'on veut à partir de notre propre corpus de texte. On lui présente une annotation parfaite, ce qu'on veut obtenir, ce qu'on lit aussi, parce qu'il faut, je montrerai un exemple. Et en fait, il va essayer d'apprendre, mais il n'y a pas un modèle général qui va savoir lire tous les textes de toutes les langues, de toutes les époques. Donc, quand même, on peut avoir une sorte des modèles de départ, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, mais puis on est obligé quand même de lui donner un petit peu des morceaux de nos propres textes pour qu'il apprenne. Que ça, c'est le principe derrière tous ces algorithmes et du coup les outils qui sont construits sur la base de ces algorithmes-là et quand même sur un paradigme proche et ce qui a présenté quand même aussi Valérie, c'est la classification, mais pour le coup là, ce ne sont pas des bâtiments, des rues, des morceaux de rue, mais plutôt des mots, enfin des morceaux, des caractères qu'il essaye justement de classifier. Est-ce que c'est un H? Est-ce que c'est un B qui n'est pas bien fermé en bas? Donc, bon, il va essayer du coup de deviner en fonction de ce qu'il sait, bien sûr. Et donc, du point de vue de l'algorithme, justement, il y a plusieurs étapes. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, c'est quand même un domaine qui date quand même je pourrais même dire 30, 40 ans. Le CER, c'est juste qu'à une époque, c'était plus une reconnaissance caractère par caractère. On devait lui donner en ensemble par police aussi, parce que pour lui, il y a la question de la police, lettre par lettre. C'est une sorte de bibliothèque de toutes les lettres qu'on pouvait avoir et essayer justement de dire, bon, c'est probablement un B, c'est probablement un H, une lettre H. Mais aujourd'hui, avec le calcul, les réseaux de neurones, on a plus de pouvoir de calcul, c'est ça que je voulais dire, pouvoir de calcul. Donc, et avec le réseau de neurones, on est capable de donner un peu plus des contextes, en fait, parce que tous ces réseaux de neurones, en fait, ils vont lire les images, ils vont les lire un peu dans tous les sens, ils vont essayer d'établir, en fait, des relations dans tous les sens, dans chaque point. Donc, c'est une lecture très riche qui, par rapport à ce qui était fait avant, qui était une sorte de lecture, on va dire, proche, comme si on avait des lunettes comme ça et on voyait juste un petit bout du mot. Mais là, on est sur une lecture quand même très, très large, un contexte très large. C'est ça qui apporte grosso modo les réseaux neuronaux. Donc, il y a plusieurs étapes. Je vais aller assez vite parce que le pré-traitement, c'est montation de l'image, extraction des traits caractéristiques, les inflexions, les points où il y a les couleurs, les gris aussi, toutes les questions, bien sûr, liées à l'image. Là, on n'a pas plus que ça. La classification, décider qu'est-ce que c'est, quelle lettre c'est, et puis un post-traitement qui peut être fait, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et des points de vue du coup de l'utilisateur, ce sont deux étapes, en fait. Quand l'utilisateur a son corpus et essaie de créer ce qu'on appelle un échantillon d'entraînement pour apprendre la machine, il doit passer sur deux étapes. Donc, dans ces outils en fait, qu'on mobilise, c'est segmenter les zones, indiquer quelles sont les zones, j'ai un exemple après, et puis dire quels sont les caractères qu'on lit. J'irai peut-être un peu plus vite là. Ça, je vais, du coup, là les grandes difficultés de manuscrits, enfin, des caractères, la reconnaissance des caractères, mais notamment de manuscrits, c'est la variabilité, l'ambiguïté des traits. Une même personne peut changer de police dans le temps, enfin, des types d'écriture dans le temps. La qualité de document, ça c'est un point très important. Il y a un effort quand même qui est fait de se dire, en fait, il faut oublier qu'on va avoir des images de bonne qualité parce que les archives et les bibliothèques, ça coûte. Ça a un coût, donc il faut partir quand même des images qui sont un peu de mauvaise qualité, qui est finalement ce qui est plus disponible.
voilà, c'est juste quelques difficultés. Des outils, il y en a quand même de nombreux outils qui viennent du monde du propriétaire, mais aussi de l'open source, aux universitaires plutôt. Donc, Bifine Reader qui est Adobe, qui va depuis quand même depuis 30 ans, je pense. Et on a Tesseract qui a été fait par Hewlett Packard et qui a été racheté par Google et qui est une bibliothèque open source et une bibliothèque Python autour de ça. Donc, c'est un outil quand même qui, pour ceux qui ont les compétences de programmation, est facile à se rapproprier. Et puis, on a des outils avec des interfaces graphiques. Enfin, c'est le cas aussi TensorFlow pour Python. Mais on a des outils avec interface graphique un peu plus user-friendly, comment dire, qui vont aider justement l'utilisateur sans coder pouvoir justement créer les données d'apprentissage et transcrire automatiquement son corpus de texte. Ça, c'est un exemple de ce qui a été fait je me focalise sur Transcribus. En fait, c'est un outil que je vais vous présenter rapidement. C'est celui qu'on a utilisé pour notre étude. Et là, donc, on a travaillé sur... Là, c'était un peu le cas test de ce projet qui a développé cet outil qui s'appelle Transcribus. C'est un projet européen, READ. Et donc, ils ont justement traité les archives de Jeremy Bentham, un savant anglais. Et donc là, on avait tous ces archives personnelles et on les a justement transcrits. Et on a créé une édition critique après. Dans la même idée aussi, il y a un collègue qui travaille sur un journal intime d'un juriste allemand. Et donc là, il travaille justement sur ces questions de transcription de ces journaux dans le temps, en plusieurs langues. Et là, quand on vient à la question du paléographe, en fait, là, quand un humain essaie de lire ça, c'est très difficile. Mais justement, ce qui est intéressant dans le manuscrit, ces outils-là, c'est que les machines peuvent aider à lire un mot qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est ça qui était intéressant dans ces retrouvailles de ces projets RIT, c'est qu'en fait, il y avait des mots qu'on n'arrivait pas à lire, et forcément, à force d'entraîner l'outil, il nous lisait des mots qui finalement étaient les mots. Mais nous, on ne savait pas quoi, on ne savait pas qu'ils étaient les mots. C'était très intéressant, ces exemples-là. Donc, après, il y a des contraintes. Quand on fait un choix en étude, on a un utilisateur qui a un corpus de texte, on fait un choix en fonction de plusieurs contraintes. Donc, c'est le profil utilisateur, est-ce qu'il peut lui-même se rapproprier d'un outil à base du code. Il existe des utilisateurs en SHS qui savent faire ça, mais aussi on a plutôt les utilisateurs, on leur propose une interface graphique pour qu'ils travaillent de manière un peu plus conviviale. L'outil doit être aussi, on peut devoir l'adapter à un nouveau corpus, et la question de la propriété, du coup, l'infrastructure de calcul aussi, où il est hébergé cet outil-là, parce qu'en fait, dans nos ordinateurs, comme je vous dis, ça coûte du temps de calcul, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans notre ordinateur. On a besoin d'une infrastructure pour le faire. Merci beaucoup, Carmen. Il nous reste 15 minutes. J'aimerais bien les prendre pour poser des questions, discuter un peu autour de ça. N'hésitez pas, je peux répondre. Déjà, j'ai quelques questions. Déjà, par exemple, là, tu nous as montré les défis, les challenges un peu. Et par exemple, est-ce que les copyrights, c'est un challenge, ça peut être un challenge, on ne peut pas avoir accès je sais pas, aux informations parce qu'on n'a pas le droit d'accéder, par exemple? Oui, les droits d'auteur, oui, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'il n'y a plus de droit d'auteur sur la source, et c'est quelque chose, enfin, si on attribue un auteur en source, ça a été le cas des années sur lesquelles nous avons travaillé. C'est une publication, donc il y a un éditeur qui l'a publié. Pour l'époque, c'est sur le domaine public, donc on n'a pas ces problèmes-là. Donc là, pour le coup, mais si on est après, je pense, ça a changé récemment, je pense 1960, je ne suis pas sûre de l'année, mais si ça date de cette époque-là, il faut parler avec un juriste des données, idéalement, qui guide justement sur ces questions des droits. Mais oui, ça peut être quelque chose, quand même, une contrainte importante, la question des droits, aussi la question de RGPD, sur les données personnelles. Bon, là, ici, on est sur 1898, donc les personnes sont probablement décédées, mais il peut avoir les enfants, donc bon, a priori, on peut quand même les publier, mais
un enfant d'une personne qui est listée dans ces zones-là peut venir dire, je voudrais supprimer mon nom, enfin le nom de mon parent. Et déjà une question pour vous deux aussi, comment en fait vous êtes arrivé dans le milieu des humanités numériques. Je sais que Carmen, toi, tu as fait des études du coup en data, et quel était un peu votre parcours, quels étaient peut-être, je sais pas, les sujets qui vous a séduit par rapport aux humanités numériques? Ah, je commence? Oui, Pour vous deux, question pour oui, vous deux. oui, Ouais. je peux commencer, je laisse la parole à Valérie. Dans mon cas, bon, à la base, je fais donc l'informatique et puis je me suis rapprochée de la géomatique. Donc, je travaillais à l'hygiène au travail Valérie, du coup, en tant que doctorante, hein. Et du coup, c'est aussi sur la question des applications. Donc, j'ai trouvé la géomatique aussi une sorte d'application de l'informatique. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, du coup, j'étais rentrée dans des questions des sciences humaines et sociales par des postes que j'ai pris par la suite où j'ai découvert l'histoire, la littérature et c'est un peu... Mhm. Oui, alors, historiquement, l'IGN, ben, vous l'avez vu dans les exemples que j'ai montrés tout à l'heure, poursuit des campagnes d'acquisition depuis, en gros, 1920, 1919-1920. Donc, on a comme ça des données qui décrivent le territoire sur de longues périodes. On peut rapprocher ça. On l'utilise principalement à l'IGN pour suivre l'évolution du territoire, mais on peut rapprocher ça c'est devenu clairement des données patrimoniales. À la limite, une donnée qui a été acquise ce matin peut être considérée comme une donnée patrimoniale, une donnée acquise maintenant, et sera une donnée patrimoniale demain matin. Donc, on a travaillé de fait sur des données comme ça qui évoluaient dans le temps et qui représentaient un certain patrimoine. Après, moi j'ai trouvé un grand intérêt à me tourner, à ouvrir la brèche, de se tourner vers des institutions plus culturelles comme des musées. Avant d'arriver à l'hygiène, je travaillais déjà d'ailleurs avec des musées. Et me tourner aussi vers les archives nationales, vers les archivistes, parce que je trouvais très intéressante l'idée d'utiliser l'information géographique et toutes les données dont on dispose, les données géographiques dont on dispose à l'hygiène, comme une sorte d'interface qui permettent d'interconnecter différentes collections. Donc finalement, j'ai vu ça comme une façon de s'ouvrir vers le monde, vers d'autres types de données qui pouvaient être reliées, interconnectées, structurées avec comme socle commun, dès l'instant évidemment où ces données sont spatialisables, comme socle commun l'information géographique. Donc je trouvais ça, d'un point de vue applicatif, thématique, très intéressant de relier comme ça des collections culturelles qui, a priori, n'avaient pas grand-chose à voir avec des données géographiques, mais en fait, si, il y a un lien, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis, d'un point de vue théorique, méthodologique, en recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça donne lieu à des verrous, à des challenges encore très ouverts aujourd'hui. Je vous ai montré tout à l'heure l'exemple de différentes vues de l'Arc de Triomphe. C'est un peu un cas d'école, mais il reflète bien ce qui se passe. On a des algorithmes très performants aujourd'hui, notamment avec l'apprentissage profond. Mais en fait, ces algorithmes ne solutionnent encore pas tout. Vous prenez l'Arc de Triomphe en photo en étant devant lui, et face à une vue satellite ou aérienne de l'Arc de Triomphe, ça va être très très difficile de faire la correspondance automatique entre ces images. Même les meilleurs algorithmes d'aujourd'hui ont encore des difficultés. Donc il y a des challenges méthodologiques énormes derrière, et d'autant plus que en apprentissage profond, on a besoin de grandes bases d'apprentissage, et on ne les a pas forcément, justement, quand on s'intéresse au Culture Heritage, parce que ce sont des données assez souvent spécialisées, qui sont étudiées dans des périmètres assez spécialisés, et donc pour lesquels on n'a pas forcément de jeu d'apprentissage à large échelle. Donc ça donne lieu à encore des verrous, même dans des domaines très à la mode qui avancent beaucoup, tels que ceux de l'apprentissage profond. Donc, d'un point de vue théorique comme applicatif, les humanités numériques, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, je vais m'arrêter, mais après, en termes aussi d'usage, tout ce qui est
culture, tourisme, culture inclusive, en allant même jusqu'au jeu, le jeu culturel, c'est des choses. Il y a tout un tas d'applications derrière qui sont à l'échelle française, européenne. Hein. C'est une façon aussi de favoriser l'inclusion à l'échelle européenne en partageant en faisant partager la culture aux gens. Les gens se connaissent mieux, se comprennent mieux et normalement cohabitent mieux. Et avec quelle discipline vous travaillez de manière le plus proche? Est-ce que ce sont les géographes, les historiens, peut-être les data scientists qui développent l'outil, ou aussi la question, est-ce que c'est vous peut-être qui développe les outils parfois, ou besoin de maîtriser les différents outils en tout cas? Donc, deux questions, une question. Question sur, est-ce que, du coup, quelles sont les disciplines avec lesquelles vous travaillez de manière le plus proche? La collaboration. Moi, je travaille essentiellement avec des data scientists, enfin des chercheurs dans le domaine des sciences et technologies de l'information et de la communication. Et en termes de cas applicatifs d'usage, on travaille avec des historiens, des géographes, des sociologues, parce que je m'intéresse principalement aux humanités numériques, aux sciences humaines et sociales comme domaine applicatif. Oui. Oui, donc pour moi, c'est plus, je travaille avec, du coup, disons, c'est compliqué. Je travaille avec mes utilisateurs, en fait, dans l'idée qu'ils sont tous des chercheurs en sciences humaines et sociales, plutôt des historiens. Oui, on va dire historiens, c'est le grand nombre d'utilisateurs. À une époque, il y avait beaucoup de personnes en linguistique, des chercheurs linguistiques ou études littéraires, et même toujours un petit peu. Et puis, avec des informaticiens, géomaticiens, data scientists, peut-être pour nous c'est un grand mot, mais oui, par l'intermédiaire des laboratoires d'informatique, par exemple, comme celui où travaille Valérie. Et nous-mêmes, ils nous ont menés à développer, mais souvent on est des utilisateurs des outils, mais on est menés à les adapter pour nos utilisateurs, parce que souvent, même s'il y a un travail d'adaptation du point de vue des informaticiens, ça ne les intéresse pas forcément trop le cas applicatif, et nous, on est obligés quand même d'être un intermédiaire pour rendre les outils vraiment pertinents pour l'utilisation, en tout cas pour les historiens. Donc, on peut dire qu'on est pour travailler dans les humanités numériques, pour faire du recherche dans les humanités numériques, on n'est pas obligé d'être les data scientists, mais on a besoin quand même de compréhension des outils, leur fonctionnement, et la possibilité de quand même faire des ajustements si besoin. Oui, après, c'est très large, les humanités numériques sont Oui. de plusieurs disciplines, de croisement disciplines, mais en effet, oui, il faut quand même une culture, il y a le mot numérique, donc la culture du numérique, ça peut être comme, bien sûr, sur l'idéal, une notion des algorithmes, comment ça fonctionne, est-ce qu'on essaye aussi d'inclure les étudiants, ceux qui suivent des cursus humanités numériques, bien sûr, mais ça peut être aussi sur un niveau, disons, de base, qu'est-ce qu'ils ont donné, comment je manipule mes données, comment je publie mes données. Donc, il y a plusieurs niveaux aussi. On peut être, disons, considéré comme un digital humanist, on va dire, de mon point de vue. C'est tout à fait ça. Une question un peu comme ça. Est-ce que, j'imagine, est-ce que vous avez, dans votre expérience, peut-être découvert quelque chose d'intéressant en faisant une analyse sur, je sais pas, sur des images, sur un texte, par rapport à, je sais pas, un mot qui a changé la sémantique, ou, je sais pas, une image quelque chose qui vous a peut-être surpris, ou vous a dit, ah tiens, c'est intéressant, je n'aurais pas imaginé, ou qui vous a touché quelque part. Il aurait fallu qu'on prépare ça. C'est ça. C'est juste que ça m'a venu, je me suis dit, sûrement, il y a plein de choses. Il y a peut-être un exemple, en particulier pour ce projet-là, mais bon, bien sûr, il faut faire attention parce que c'est un jeu de données parmi un très large jeu de données, donc il ne faut pas généraliser. Mais on était assez surpris pour cet annuaire de 1898, donc on liste des personnes, des propriétaires, retrouver beaucoup de femmes. Justement, en fait, il y a un annuaire et ça touche et ça va avec le problématique d'aujourd'hui. En fait, on est
toutes les trois, toutes les personnes qui travaillent dans ces chantiers sont des femmes en plus, donc on peut forcément se poser ces questions-là. Sont des veuves ou pas? Forcément, quand on est femme dans ce type de document de l'époque, on est nommé, madame de quelqu'un, les veuves, beaucoup de veuves, en fait, mais c'était un annuaire, on payait en fait pour être présente, donc c'est une source de richesse quand même aussi, une sorte de manière de créer la société. Et donc, pour le coup, on a retrouvé beaucoup de femmes et on ne s'attendait pas à ça. C'était quelle époque? C'était 19e? Oui, fin 19e. 19e. Fin 18, un échantillon sur 150 pages, disons vérifié. On a un échantillon beaucoup plus large, mais il n'est pas encore vérifié. On est en train de travailler dessus. Ah, c'est intéressant. Alors, pour rebondir, c'est pas à l'inverse, mais c'est le constat qui est que dans les domaines de l'IA et de la vision par ordinateur, dès l'instant où on s'intéresse à une image, alors au contraire, des femmes, il n'y en a pas beaucoup. C'est un domaine, une discipline scientifique extrêmement masculine. Hein. On est peu de femmes. Pendant longtemps au laboratoire, on a été 2 femmes sur 40 personnes, sur 40 permanents. Donc, c'est un domaine très peu féminin. Derrière, il y a de l'informatique, il y a des maths qui souvent rebutent un peu. Mais justement, je trouve que le côté, cette application aux humanités numériques, c'est une façon, et je le vois avec les étudiants, je fais un tout petit peu d'enseignement avec les étudiants, on montre des choses qui sont en général assez jolies, assez esthétiques. C'est l'histoire de France. Ça rappelle, voilà, ça fait appel à l'émotion souvent, ce qu'on montre, ou à des souvenirs, une culture chez les étudiants. Et c'est en général une façon de réconcilier les gens avec les maths ou l'informatique. Pour ceux qui ne s'y intéressent pas, ils voient qu'il y a des applications assez jolies et sympathiques. Donc, c'est aussi... ça pourrait être peut-être une façon aussi de réconcilier, si en communiquant bien, la gente féminine avec ces domaines que sont l'informatique et les maths. Hein. C'est pas forcément que de la robotique ou de la navigation autonome ou des choses de la vision industrielle. Il peut y avoir des choses beaucoup plus culturelles qui montrent que vraiment on a des domaines applicatifs extrêmement variés qui peuvent satisfaire tout le monde. Ouais, justement, c'est l'objectif un peu ici de ce partage aujourd'hui pour diffuser et faire connaître et montrer qu'il y a des choses différentes, les humanités numériques, qu'on peut faire dans les humanités numériques et qui peut être très intéressant et enrichissant. Génial, merci beaucoup. On a plus de temps, on a 18 heures, donc c'est parfait. Merci beaucoup de votre disponibilité pour le contenu très intéressant. Je vous dis bonne soirée. Je partage bien sûr le vidéo et je vous envoie un petit mail plus tard. Merci beaucoup, Katrina. Marie. Merci beaucoup, Carmen. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.